On enchaîne tout de suite avec Roberto, qui va nous parler du syndrome de loge chronique des membres inférieurs. Merci. Je vais aussi essayer d'optimiser les temps. Donc, je m'appelle Roberto Pirello, je suis médecin rééducateur au CERS de Saint-Raphaël. Je vais donc vous parler de ce sujet passionnant qui est le syndrome de loge chronique des membres inférieurs. Donc, avant de commencer, déjà, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les différentes marques que je vais citer. Et si quelqu'un d'entre vous va se reconnaître dans les images que je générais avec l'intelligence artificielle, ben, c'est presque purement casuel. Presque. Donc déjà, il s'agit d'une bagarre atavique. Il faut remonter un peu en arrière dans les temps. C'est une histoire qui date de quelques centaines d'années. C'est l'histoire d'une loge qui s'oppose au fonctionnement de ce qu'elle contient. Donc c'est la lutte entre un contenant et son contenu. On a un muscle qui veut travailler, qui veut s'engorger de sang pour pouvoir bien faire du sport, nous permettre de nous épanouir, et une aponévrose musculaire qui l'entoure, qui l'étrangle et qui lui empêche de travailler comme il voudrait. Ce qui peut générer donc une souffrance neuromusculaire, voire neurovasculaire d'une loge ou parfois de plusieurs loges. Et déjà, comme vous voyez, Volkmann, déjà, dans les années 1800, il commençait à suspecter un peu de quoi il pouvait s'agir. Enfin, lui, il observait surtout les rétractions tendineuses à niveau distal des membres sup. Il se disait, est-ce qu'il y a peut-être une ischémie musculaire sous-jacente? Est-ce qu'il faut regarder un peu plus en amont ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi il a 2 baguettes, peut-être pour frapper les plus indisciplinés. Puis, dans les années 50, avec la professionnalisation du foot, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait de plus en plus de douleurs des membres inférieurs chez les footeux. Et c'était Mavor qui commençait à parler d'un syndrome compartimental des membres inf lors des efforts. Quoi qu'il arrive, ça fait 200 ans, plus ou moins, que nos patients ont une errance médicale qui est quand même assez prolongée, parce que c'est vrai, c'est un diagnostic qui est difficile à poser. Parfois, il faut un petit moment avant de poser les bons diagnostics, enfin, avant de trouver le bon coupable. Déjà, par rapport à la physiopathologie, comprendre un peu ce qui se passe, c'est une cascade d'événements qui se auto-entretient. Donc, on peut avoir un édème ou un hématome intramusculaire parce qu'on a subi un choc ou parce qu'on est en train d'effectuer un effort dans un espace aponeurotique qui, par contre, est assez fibreux et qui ne s'expande pas. Ce qui veut dire qu'on a une pression de ce compartiment qui augmente de plus en plus, ce qui va déterminer un ralentissement, voire une interruption de la perfusion cellulaire, et du coup une rhabdomyolyse, une lésion musculaire, une ischémie, et peut-être, si on n'intervient pas en temps, une nécrose tissulaire qui est irréversible. Donc, on peut en distinguer une forme aiguë et une forme chronique qui peuvent toucher les membres sup et les membres inférieurs. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de membres inférieurs. Pour ce qui concerne la forme aiguë, elle est presque tout le temps post-traumatique, voire iatrogène, alors que la forme chronique elle a une apparition plutôt sournoise. Elle s'installe au fur et à mesure qu'on progresse dans notre effort sportif. Quand ça touche les membres inférieurs, parfois on peut avoir même une claudication chez ce sportif qui est en train d'effectuer son geste. Et dès qu'on s'arrête, les symptômes régressent en 10-15 minutes plus ou moins. Donc il faut imaginer quelqu'un qui effectue un exercice qui est plutôt en endurance. C'est pour ça que quand ça touche les membres supérieurs, c'est plutôt le sport mécanique, donc des sports d'accélérateur ou des freins comme le BMX ou la moto ou le crossfit. On peut avoir beaucoup de arrachés, des soulevés qui font qu'on ait beaucoup de répétitions au niveau des fléchisseurs et des extenseurs de poignets ou des doigts. Et plutôt, pour les membres inférieurs, on va penser à des gens qui pratiquent de sport de course ou de roller ou de frappe, donc de sport de ballon. C'est plus les hommes qui sont touchés par rapport aux femmes, entre 20 et 30 ans. Et statistiquement, les loges qui sont les plus touchées, c'est la loge antérieure et latérale, plus ou moins 70%, la postérieure superficielle, 12%, et profonde, les 16%. Donc, pour qu'on comprenne un peu où on se retrouve, vous voyez qu'on a une belle loge antérieure qui comprenne les muscles, qui accueille le muscle du tibial antérieur et des extenseurs de l'hallux et des orteils. On a les fibulaires qui sont dans la loge latérale. On a une loge postérieure superficielle où on retrouve les deux gastrocs et le solaire. Et dans la postérieure profonde, on aura les fléchisseurs des orteils, de l'hallux et le muscle poplité. Donc, vous voyez grosso modo 4 compartiments. Parfois, l'intérieur et la latérale peuvent être fusionnés, mais grosso modo, on peut en isoler 4. Dans les formes aiguës, très souvent donc post-traumatiques,
après à ce qu'on appelle un crash injury, donc ça peut être une fracture, un écrasement. Déjà à l'époque de Volkmann, probablement au moment. Attendez. Ah ben j'ai tout spoiléré là, Flavio. Bon. Donc il y avait peut-être des accidents de charrette ou autres. Donc on avait un hématome, donc une contusion musculaire assez sévère avec formation d'un hématome intra, intracompartimental ou parfois iatrogène. Donc on nous immobilise dans un plâtre qui est trop serré ou une perfusion qui est extravasée, donc qui va faire augmenter la pression d'une loge qui peut augmenter de façon très brutale dans les suites d'un traumatisme, donc provoquer une ischémie musculaire et nerveuse, qui se manifeste avec les 5 P, donc c'est pain, paresthesia, pallor, paralysis, pulselessness et poikilothermia. Donc les 5 symptômes sont des critères de gravité extrêmement alarmants. Il faut intervenir assez rapidement parce que si on n'intervient pas avec une fasciotomie à moins de 6 heures, les séquelles sont irréversibles avec une nécrose tissulaire. Mais nous, on va se concentrer plutôt sur la forme chronique. Donc, on reçoit nos patients au cabinet. Donc, ils nous parlent déjà de cette douleur qui peut intervenir pendant ou dans les suites immédiates de leur effort. Et les symptômes, en réalité, peuvent être assez variés. Donc, il peut nous parler de douleur, il peut nous parler d'altération de la sensibilité avec des paresthésies, des dysesthésies bizarroïdes, voire des altérations vasculaires avec un pied froid pendant l'effort. Et surtout, il vient nous voir, il a tourné à droite, à gauche, et personne n'a su lui apporter les réponses qu'il cherchait. Et c'est pour ça que notre examen clinique doit être bien organisé et bien structuré, parce que si on examine le patient au repos, ben, très souvent, l'examen clinique ne nous apporte rien du tout. Il est assez frustre. Il faut les mettre en condition de pouvoir nous montrer qu'est-ce qui leur fait mal. Donc, il faut prévoir du temps. Il faut pouvoir les faire courir ou monter, descendre les escaliers ou effectuer des sauts. Selon le sport qu'ils pratiquent, il faut prévoir un peu d'espace et un peu de temps pour qu'on puisse le voir dès qu'il a mal. Et quand il a mal, on peut peut-être objectiver quelques symptômes comme de l'œdème, de la chaleur ou une douleur ou la palpation et à l'étirement du muscle qui est concerné, comme par exemple si ça touche la loge antérieure, donc des extenseurs des orteils et du tibial antérieur, on peut proposer le test de Charles-Lepin, donc environ 150 répétitions de flexion dorsale et plantaire pour essayer de développer la douleur. Bref, donc vous voyez déjà à l'époque, on en parlait quand même de l'importance de la course dans n'importe quelle pathologie. C'est le moment de pouvoir confirmer notre diagnostic. Et donc, qu'est-ce qu'on propose à notre patient? On peut effectuer une échographie si on veut, que ce soit pendant ou post-effort. Ça ne va pas être trop contributif comme examen. On peut penser à une IRM faite lors de l'apparition immédiate de la douleur. On peut parfois objectiver un hypersignal intramusculaire, mais qui n'est pas forcément spécifique. Et alors, pourquoi pas un Doppler artério-veineux, une angio-IRM sont tous des examens qui sont importants déjà pour faire un tri dans tous les diagnostics différentiels, parce qu'il y en a quand même pas mal, parce qu'on peut avoir des périostites, des fractures de fatigue, des vieilles lésions musculaires qui n'ont pas été traitées, un syndrome de l'artère poplitée piégée qui s'associe, on a découvert grosso modo 30% des syndromes des loges quand ça touche les loges postérieures. Donc oui, vaut la peine d'en tester si on est vraiment en échec médical et qu'on pense déjà à la chirurgie. Et d'autres autres examens, la scintigraphie musculaire et la mesuration des pressions intramusculaires. La scintigraphie, donc vous voyez, le moyen de contraste, il est différent par rapport à celui qu'on utilise pour les scintigraphies ostéoarticulaires. Là, on parle du technétium 99. Ça allait très fort dans les années 80, 90, mais bon, il avait aussi ses limites. Il fallait rechercher donc cette hypofixation dans un muscle concerné en espérant que le patient n'avait pas une altération physiologique et qui pouvait déterminer donc cette hypofixation post-effort. Donc, il était, en termes de sensibilité et de spécificité, assez faible. C'est un examen qui est invasif, qui est iradien. On ne sait pas quel type de protocole d'effort il fallait faire avant. Donc, bref, on l'a abandonné parce qu'heureusement, on dispose d'instruments un peu plus spécifiques et faciles d'utilisation, comme les deux que je vais vous citer. Donc, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore un, le Stryker, c'était un produit américain, donc c'est un enregistreur électronique de pression intramusculaire. Le problème, c'est qu'en France, peut-être il y en a encore qui marchent. Nous, les nôtres, on l'avait bricolé plusieurs fois. Le problème, c'est les jetables, les consommables. Ça coûte une blinde. Il faut les commander des États-Unis. Donc, je ne parle même pas de l'empreinte carbone qu'on pourrait avoir. Et le prix, il est nettement plus cher
du prix de la consultation quand on est un libéral. Donc, c'est parfois difficile à mettre en place. On dispose d'autres outils comme le Compass, qui est aussi commercialisé en Europe. Je ne l'ai jamais essayé celui-ci, mais le principe est le même. On fait mesuration de la pression intramusculaire au repos. On est censé avoir des valeurs entre 10 et 15 mm de mercure dans la loge qu'on teste. On fait courir notre patient et dès qu'il a mal, il faut qu'il toque tout de suite à notre porte pour qu'on refasse immédiatement une mesuration. Si on retrouve des valeurs supérieures à 30 mg de mercure, le diagnostic il est posé. Et si 10 minutes après l'effort, la pression n'est pas encore retombée aux valeurs normaux, eh bien là encore, le diagnostic est fort favorablement en faveur d'un syndrome de loge. Une fois posé les diagnostics, il faut penser bien sûr au traitement. Il y a des traitements médicaux qu'on peut essayer de mettre en place. La rééducation, bien sûr, n'en fait partie. Comme on a dit tout à l'heure, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule méthode qu'on va mettre en place, parce qu'en plus du renforcement dirigé sur le muscle concerné en privilégiant plutôt un travail d'endurance, en espérant que cette loge nous laisse faire, il y a de la thérapie manuelle, notamment les fasciathérapies, ou des thérapies plus spécifiques comme le Maitland ou le massage millimétrique de Malligan. Pourquoi pas adapter notre athlète avec des orthèses plantaires ou corriger le geste sportif. Donc, essayer de changer un peu l'attaque de course en privilégiant peut-être un arrière-pied si on était sur une loge postérieure, sur une loge postérieure qu'on veut stimuler un peu plus l'intérieur, diminuer la longueur du pas et augmenter la cadence. C'est un modèle théorique qui peut être un peu sexy, mais en réalité, c'est très difficile à mettre en place et potentiellement inefficace. Le seul étude qui n'en parle, c'est une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années, mais il s'agissait d'une petite cohorte de militaires aux États-Unis et qui faisait que de la marche à pied. Donc, on ne peut pas l'appliquer sur 2 coureurs qui ont aussi des volumes qui peuvent être très importants en cas d'athlète professionnel. Un autre traitement médical qui mérite par contre notre attention, c'est la toxine. Dans les dernières années, on utilise de plus en plus en pathologie sportive parce que ces effets peuvent être très intéressants dans le syndrome de loge, notamment la toxine de type A. En fait, elle se gare à la place de l'acétylcholine sur la place neuromusculaire, donc elle lui empêche de se lier et de provoquer donc la contraction volontaire de ce muscle strié qu'on va injecter. Et par conséquent, on va diminuer un peu sa fonction et malheureusement aussi un peu sa force. Mais il y a aussi d'autres effets annexes qui sont intéressants et on a un effet antalgique parce que la toxine de type A module la libération des médiateurs de la douleur. Elle est anti-inflammatoire parce qu'elle limite l'expression des cytokines pro-inflammatoires et du TNF-alpha. Et elle a aussi un rôle vasomoteur parce qu'elle module la réponse histaminique, donc elle diminue le flux sanguin qu'on apportera à ces muscles. Le seul problème, ce mécanisme, il est très beau, mais c'est transitoire, avec une durée d'environ 3 ou 6 mois, donc il ne sera pas durable dans le temps. Et déjà parce que la toxine, finalement, elle perd progressivement son effet, mais aussi parce que notre corps, il fait bien les choses, et donc il y a une repousse axonale qui va circuiter les plaques qui sont bloquées pour en développer de nouvelles voies de passage. Les études, il n'y en a pas beaucoup, mais ils semblent assez encourageants. Donc, on injecte entre 40 et 50 unités dans le muscle concerné. À 48 heures, l'effet commence à se manifester. Il monte en puissance jusqu'à 1 mois et demi, et c'est là qu'on attend vraiment le plateau qu'il faut rider pour que notre patient puisse se faire plaisir, puisse faire son sport, tout en sachant que, comme on a dit, il va perdre un chouïa en force à niveau de ce muscle qui a été traité. Donc, si c'est les membres inférieurs, il pourra s'en faire une raison. Par contre, si on a un patient qui souffre d'un syndrome de loge des membres supérieurs et qu'on va toxiner ses fléchisseurs des orteils et qu'il fait un sport de tir ou de précision ou quand même de dextérité, voilà, il faudra faire gaffe parce qu'on risque quand même de perturber sa pratique et sa qualité sportive. Et encore une fois, des petites cohortes présentes en littérature qui ne nous permettent pas trop de prononcer, mais je suis sûr qu'on aura de plus en plus dans le temps. Si malgré tout ça, on se retrouve devant un échec, ou si effectivement on veut privilégier une solution qui soit plus durable dans le temps, la chirurgie est la bonne solution. Donc on peut opter pour une fasciotomie. Avant, on avait des techniques open, avec de grosses balafres qui étaient un peu difficiles à accepter, notamment pour les filles, surtout si on devait faire aussi une fasciotomie postérieure avec aussi une artère poplitée piégée. Maintenant, on a des techniques beaucoup moins invasive, parfois avec une guide de luminescence qui nous permet de rentrer juste au-dessus de la loge. Vous voyez là, on aborde l'aponevrose. On va juste l'ouvrir pour permettre à ce muscle d'avoir un peu plus d'espace.
et c'est fini. Et on referme. Donc, on se retrouvera avec les peu de cicatrices qui sont nécessaires pour qu'on puisse rentrer avec l'endoscope. Et les post-opératoires, des résultats qui sont assez encourageants. Le post-op immédiat, il faut faire gaffe, il faut protéger les cicatrices, il faut mettre une bonne compression et de la glace pour éviter l'hématome, puis on reprend la marche à 48 heures. On peut avoir quelques complications, notamment la persistance de douleur, voire la récidive qui est présente, mais dans un tout petit pourcentage. Vous voyez grosso modo les 7,5%. Sinon, dans la plupart des cas, on reprend la course à pied grosso modo 1 mois et demi, 2 mois, et on retrouve aussi un retour au même niveau dans environ 62%, qui est quand même un taux assez satisfaisant. Et donc, à retenir, il s'agit d'un conflit entre un contenant, cette loge fibreuse, et son contenu, qui est le muscle. On peut avoir une forme aiguë, qui est surtout post-traumatique, voire iatrogène, et la forme chronique, qui est celle qu'on verra plus en consultation et en rééducation. Et quand ça touche les membres inférieurs, c'est plutôt pour ceux qui pratiquent de la course à pied, ou le roller, ou des sports de frappe, dans les 4 loges de jambes qu'on a vues. Le diagnostic, il est clinique, il doit être confirmé par prise de pression intramusculaire, et le traitement médical potentiellement efficace à court terme, mais les résultats sont très satisfaisants et à long terme avec le traitement chirurgical. Merci pour votre attention.